Donc, je suis ravie de vous parler aujourd'hui d'un sujet qui vraiment ici a été à la pointe, j'allais dire, c'était le hit des informations, hein, parce que effectivement, le lien maladie de Kawasaki et infection Covid-19 a été à la une des journaux et des informations pendant quelques semaines, en tout cas en Europe. Et donc, je vais vous faire un petit peu un digeste de tout ça et de ce que l'on sait aujourd'hui sur le sujet. Alors, d'abord, je vais commencer pour faire un petit rappel bref et général sur ce que l'on sait sur l'infection par le SARS-CoV-2 chez les enfants. Donc, au départ, on ne savait pas grand-chose et c'est vrai que au cœur des 72 314 cas compilés de maladies à Covid-19 à Wuhan, hein, qui a été le cœur de la pandémie mondiale de Covid-19, les enfants ne représentaient que 1% du total, donc ils avaient peu intéressé les foules. Et puis finalement, avec le temps, il y a de nouveaux articles qui sont parus. Vous voyez, donc il y a eu 815 articles, donc 18 études avec 1065 participants. Et parmi ces participants, vous voyez que 444 patients étaient des enfants de moins de 10 ans et 553 étaient des enfants de 10 à 19 ans. Et qu'est-ce qu'on nous disait finalement dans ces articles? Que globalement, il s'agissait d'une pathologie bénigne en pédiatrie et que les enfants, soit ils étaient asymptomatiques, soit ils étaient un peu fatigués avec quelques signes respiratoires, genre rhinite et petite toux, soit au plus, ils avaient de la fièvre. Et il y a eu quelques cas quand même chez lesquels on a pris la peine, devant des symptômes un peu plus accentués, de faire de l'iconographie. Et à ce moment-là, on a pu voir en radio standard, mais surtout en scanner thoracique, un épaississement bronchique et parfois aussi des opacités en verre dépoli qui permettaient éventuellement d'orienter vers le diagnostic. Et ce qui a été aussi décrit chez les enfants, ça a été des signes dermatologiques un petit peu particuliers, comme ceux que je vous montre, où vous voyez un peu des aspects d'engelure avec une desquamation qui faisait penser un petit peu à des lupus de type Schibelin. Et déjà là, on se posait la question de savoir s'il y avait quelque chose à voir avec l'interféron dans cette maladie. Mais moyennant quoi, tout ce qu'on savait de la maladie, c'est qu'elle était globalement bénigne et que par ailleurs, les enfants étaient peu contagieux par rapport à la population adulte. Alors, le grand coup de tonnerre, ça s'est passé fin avril 2020, quand sont apparus des premiers cas étiquetés maladie de Kawasaki atypique et surtout des myocardites qui sont survenus à peu près en même temps en Angleterre, en France, en Italie et en Espagne. Et bien entendu, ces cas étaient en pleine coïncidence avec la pandémie de Covid-19 qui sévissait depuis, en tout cas de manière connue, depuis 1 mois et demi dans ces pays-là. Et ce qui était très particulier, c'est que finalement, cette entité, cette présentation n'avait pas du tout été décrite chez l'adulte, même si dans les cas de Covid-19 adultes, il y avait quand même des atteintes viscérales qui avaient été décrites, en particulier des atteintes pulmonaires, bien sûr sévères, des atteintes neurologiques et également des atteintes vasculaires. Et les premiers cas qui ont été décrits, en particulier dans la série anglaise, c'était des enfants qui se sont présentés d'emblée avec une asystolie, hein, donc une défaillance cardiaque aiguë, avec des signes cliniques et biologiques de myocardite, le tout dans un grand panorama inflammatoire. Donc ces enfants avaient sur le plan clinique une fièvre en plateau, ils avaient des éruptions cutanées diverses, certains présentaient une conjonctivite, ils avaient également des œdèmes et des douleurs des extrémités. Et ce qui était surtout pratiquement le signe commun chez tous ces enfants, c'est qu'ils avaient des signes digestifs marqués avec parfois des sérites et des signes respiratoires qui finalement étaient discrets ou absents. Et du fait, en fait, de ces signes cutanés un petit peu confondants et devant un tableau cardiaque marqué, il y a eu un rapprochement qui a été fait d'emblée avec la maladie de Kawasaki
Kawasaki, mais aussi avec une autre entité qui est le syndrome de choc toxique, en particulier le choc toxique staphylococcique que vous connaissez, et qui donne d'emblée un tableau de défaillance cardiaque avec des signes cutanés. Alors, voilà donc la première entité qui a été décrite. Hein, et vous avez donc essentiellement cet enfant qui présente avant tout un tableau de myocardite très asthénique avec dyspnée, tachycardie, instabilité tensionnelle, hypotension, souffle systolique et une hépatomégalie et aller jusqu'à la systolie, donc des enfants qui sont allés finalement directement en réanimation avec ce syndrome inflammatoire marqué, une CRP élevée et puis des TP-pro-DNP et une troponine élevée qui signent la note myocardique. Et à côté de ça, il y a eu des patients qui avaient un tableau qui était plus entre deux, qui ont été décrits après dans d'autres séries. Et là, c'est une cohorte française qui comporte quelques patients. Vous voyez, 18 patients en Île-de-France, où les patients étaient, on peut dire, entre les deux, hein, entre ce que l'on connaît de la maladie de Kawasaki et ce que l'on connaît de cette myocardite aiguë donnant ce choc cardiogénique. Et vous voyez que dans cette série française, 100% des enfants avaient une fièvre, bien sûr, en plateau élevée avec une irritabilité qui était présente. Ce qui était important également, c'était la conjonctivite bulbaire hein, qui était présente chez 94% des patients. Et ce qu'il y avait aussi, c'est qu'il y avait une atteinte respiratoire qui est peu commune dans la maladie de Kawasaki, mais était présente chez 11% des enfants avec des degrés divers et également des signes gastro-intestinaux hein, que vous voyez ici dans 77% des cas, des éruptions, vous voyez 83% des cas, et des œdèmes des extrémités aussi qui étaient très présents dans ce tableau. Ce qui était intéressant de voir également, c'était la kéiléite. Je ne sais pas si moi j'ai une fenêtre qui me gêne là devant, ben, je vais essayer de la bouger. Ou je ne sais pas comment je peux faire pour l'enlever carrément pour plus qu'on la voit. Je vais peut-être la mettre dans le coin comme ça, voilà. Et peut-être que vous voyez mieux. Et vous voyez que la kélite également était très présente, mais ce qui était très différent, c'était quand même la présence assez constante d'une atteinte neurologique. Vous voyez, 55% des cas, ce n'est pas quelque chose qui est très habituel dans ce qu'on connaît de la maladie de Kawasaki. Et là également, au niveau cardiaque, des choses qui sont très différentes de ce qu'on connaît de la maladie de Kawasaki, puisque vous voyez qu'il y avait chez ces patients des myocardites, 39% de myocardites, on est très loin de ce qu'on voit dans la maladie de Kawasaki, où ça reste exceptionnel. Ce sont en général, d'ailleurs, la maladie de Kawasaki, des présentations réanimatoires, et c'est au maximum 2% des patients. Et vous voyez également que quelques patients avaient des dilatations coronaires, 28%, dont 7% également avaient des formes un petit peu plus sévères, mais vous voyez que on était quand même, il y avait déjà d'emblée des différences avec ce que l'on connaît de la maladie de Kawasaki. Alors, on s'est intéressé à faire des études virologiques chez ces enfants et donc d'essayer de retrouver la trace de Covid-19. Et ce que vous pouvez voir, c'est que chez environ la moitié des enfants, les tests de dépistage, enfin de diagnostic utilisant la PCR nasale étaient positifs chez environ 60% des patients. Donc ça, c'était quand même quelque chose qui était intéressant. Et un certain nombre de patients pour lesquels la PCR nasale était négative ont pu être rattrapés secondairement par la sérologie. Et vous voyez que le contact familial avait pu être retrouvé également dans environ la moitié des cas, enfin dans quelques cas, et il y avait quand même une suspicion importante que le contact ait été familial chez ces patients. Et également a été utilisé le test PCR dans les selles chez les patients chez qui la PCR nasale avait été négative. Donc finalement, on peut dire que pour pratiquement l'ensemble des patients, on avait réussi à avoir une preuve de l'infection par le SARS-CoV-2. Et les principaux messages de cette étude, c'était que, bien sûr, on était devant une présentation tout à fait particulière de l'infection par le SARS-CoV-2 qui ressemblait à une maladie de Kawasaki, mais cependant très atypique, et on reviendra là-dessus, et que le profil était probablement une maladie post-infectieuse, et on verra pourquoi après. Et bien entendu, il y avait déjà une distinction parce que finalement, les patients qui étaient atteints étaient plus âgés, ils étaient en médiane de 8 ans, et il y avait un facteur de pronostic un petit peu plus
défavorable chez les patients qui avaient plus de 5 ans et en particulier chez les adolescents qui étaient bien représentés dans cette petite cohorte de patients. Et bien entendu, les manifestations de sévérité étaient importantes puisqu'il y avait quand même chez ces enfants une note myocardique extrêmement marquée et beaucoup plus marquée que dans une maladie de Kawasaki telle qu'on la connaît classique. Et avait été défini comme facteur de mauvais pronostic, en plus de l'âge de plus de 5 ans, un taux de ferritine à plus de 1400 microgrammes par litre. Et dans cette étude, et comme dans les autres, finalement, dans les autres séries de maladies, donc de myocardite, et par rapprochement finalement avec la maladie de Kawasaki, le traitement initial choisi avait été une perfusion d'IGIV, bien entendu associée, quand cela était nécessaire, au traitement tonicardiaque. Donc, dans cette série Kawa-Covid, il n'y avait pas d'enfants qui étaient allés en réanimation, mais par contre, dans les premières séries publiées, qui étaient celles par les réanimateurs, 100% des enfants étaient allés en réanimation. Et dans les traitements de seconde ligne, alors bien sûr, était discuté le recours aux corticoïdes ou alors aux biothérapies anti-IL1 ou anti-IL6. Alors, en pratique, donc cet article proposait quelques pistes pour évoquer ce qu'ils appelaient un Kawa-Covid, qui n'est pas une expression que j'aime beaucoup, et vous comprendrez pourquoi un petit peu plus loin dans mon exposé. En tout cas, il fallait y penser chez des enfants qui avaient d'emblée des signes de défaillance cardiaque, tels que décrits précédemment, et le tout dans un contexte digestif marqué, avec en particulier une diarrhée. C'était également à évoquer chez des enfants qui présentaient en plus quelques signes évocateurs de maladie de Kawasaki, des signes en commun comme la fièvre, l'irritabilité, l'éruption et les anomalies des extrémités, la conjonctivite non purulente, la chélite et les adénopathies cervicales, mais avec un index de suspicion d'autant plus élevé si l'enfant a plus de 5 ans, parce qu'on sait très bien que la maladie de Kawasaki, c'est quand même avant tout évoqué chez des enfants avec une médiane d'âge de 2 ans, mais bien entendu, l'âge de moins de 5 ans n'excluant pas totalement, avec un tableau qui évoque un Kawasaki, mais qui bien sûr est incomplet ou atypique, en particulier devant la présence de signes neurologiques de splénomégalie et d'atteinte rénale, également devant des troubles digestifs extrêmement marqués, et également la présence de sérite, qui n'est quand même pas habituelle dans une maladie de Kawasaki classique, si ce n'est la péricardite qu'on retrouve assez fréquemment, on a beaucoup plus rarement une péritonite ou un épanchement pleural ou encore une orchite. Alors, finalement, devant cette nouvelle entité qu'on a appelée avant Kawa-like et donc finalement pour laquelle on a choisi 2 acronymes, je dirais l'acronyme européen qui est le PIMS et l'acronyme américain qui est le MISC, mais qui décrivent toutes une maladie multisystémique associée au SARS-CoV-2. Est-ce que c'est une maladie de Kawasaki ou pas? Est-ce que c'est pas une maladie de Kawasaki? Et c'est là où le débat va commencer. La maladie de Kawasaki, vous venez d'avoir une présentation tout à l'heure. Vous savez qu'à la phase initiale, en général, on retrouve un épisode viral où au minimum, il est suspecté devant un enfant qui a une rhinite, une toux, des choses de ce genre-là. Et là aussi, on a un tableau digestif inaugural qui est extrêmement fréquent, qui va jusqu'à 70% des cas et qui est d'ailleurs une source d'erreur pour les cliniciens qui ne pensent pas d'emblée à la maladie de Kawasaki devant des douleurs abdominales, des vomissements, des diarrhées et même un tableau de péritonite et d'hémorragie digestive. Les cliniciens pensent à une gastroentérite, à une invagination et ça retarde le diagnostic et c'est d'ailleurs des facteurs qui sont souvent de mauvais pronostics. Il y a en général une fièvre élevée qui est en pic et qui est peu sensible aux antithermiques. Le patient est très irritable et les pédiatres connaissent ça très bien et c'est aussi un facteur d'orientation vers le diagnostic et il y a une altération marquée de l'état général. Et vous voyez qu'à la phase initiale, on a très rarement un choc, c'est 1 à 2% des cas. Ce sont des formes réanimatoires, donc des formes qui peuvent passer inaperçues parce que ça peut être des morts subites et ça peut être des enfants qui vont être étiquetés choc septique de manière inappropriée et parfois c'est malheureusement l'autopsie qui fait le diagnostic en retrouvant des anévrismes coronariens. Alors juste pour vous
rappeler ces éléments cliniques qui sont extrêmement importants. Donc, vous avez l'irritabilité qu'on voit très bien sur cette image ici. Alors ici, il avait un eczéma en plus. Ces lèvres qui sont sèches et fissurées, qui sont parfois saignotantes. Vous avez ici la conjonctivite. Ici, il y a un cercle périkératique, donc on peut imaginer qu'il y avait peut-être même une iridocyclite. Vous avez ici un érythème maculeux, mais en fait, tous les érythèmes généralisés sont à prendre en compte, si ce n'est les vésicules et les bulles qui, elles, ne rentrent pas en ligne de compte. C'est très varié ce qu'on peut avoir. Et vous avez ici l'aspect typique de pseudo-adénoflegmon. Vous avez ici donc un ADP unique, mais qui est visible à jour frisant et qui là aussi est un piège diagnostique puisque les enfants qui se présentent comme ça sont souvent mis sous antibiotiques et là encore, ça retarde le diagnostic de maladie de Kawasaki. Et ici, les anomalies des extrémités, avec en phase aiguë ici, vous voyez les œdèmes, éventuellement l'érythème des paumes et des plantes qu'on voit un petit peu moins bien ici, et en phase tardive, la desquamation que bien sûr on ne doit pas attendre pour faire le diagnostic de maladie de Kawasaki, mais qui parfois malheureusement permet de porter le diagnostic a posteriori. Alors, ce qui est important, bien sûr, ce sont les formes incomplètes de la maladie qui posent des problèmes diagnostiques et qu'on envisage devant la présence d'une fièvre et d'au moins 4 critères, mais en présence de dilatation au moins ou d'anévrisme coronaire. Alors tout à l'heure, j'ai écouté un petit peu le topo d'avant. Je pense qu'il est important de distinguer ce qui est une dilatation coronaire, parce que la dilatation coronaire, ça peut se voir simple, qui n'est pas un anévrisme. Ça se peut se voir bien sûr dans la maladie de Kawasaki, mais c'est parfois présent au cours d'infections virales. Et donc, on va dire, ça signe moins, c'est un diagnostic de certitude de maladie de Kawasaki. En tout cas, ce qui est important, et ça a aussi une valeur pronostique, c'est de les considérer en fonction du Z-score. Le Z-score va prendre en compte le diamètre interne des coronaires, mais va prendre aussi en compte le poids et la taille de l'enfant. Et donc, ça vous donnera une valeur que vous pouvez calculer si vous êtes fortiche en maths en faisant des équations ou alors en utilisant des applications. En particulier, il y a l'application CardioZ qui vous permet de calculer les Z-scores. Donc, en tout cas, quand les Z-scores sont inférieurs à 2 toujours, c'est qu'il n'y a pas de dilatation, il n'y a aucune atteinte coronaire. Les dilatations, ça commence et c'est discutable entre 2 et 2,5. Entre 2,5 et 5, on est sur des petits anévrismes. Entre 5 et 10, on est sur des anévrismes moyens. Et là, dans ce cas-là, on a le droit éventuellement de tenir compte de la taille absolue avec un diamètre qui est interne, qui est inférieur à 8 mm sans tenir compte du Z-score, ou alors des anévrismes géants. Et vous savez qu'à partir de 10 mm de 10 de Z-score ou à partir d'une taille absolue de 8 mm, eh bien, il y a très peu de chances que cet anévrisme régresse spontanément. Alors, la maladie de Kawa classique, pour l'opposer à ce que je vous ai montré tout à l'heure dans le PIMS, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont en commun, mais ce qui va vraiment distinguer, ce sont les atteintes cardiaques, puisque là, vous voyez que les atteintes coronaires, chez nous, dans nos études françaises, on va jusqu'à 40% d'atteintes coronaires, et en particulier chez les enfants de moins d'1 an. Très malheureusement, dans la première semaine du diagnostic, les dilatations coronaires sont déjà présentes. Et vous voyez que la myocardite représente vraiment très peu, puisque c'est 3%. Et vous voyez que l'atteinte neurologique reste très atypique et elle n'est même pas représentée, si ce n'est la méningite aseptique que là on connaît. Et ce qui est important également à distinguer là aussi, c'est toutes les atteintes muqueuses, conjonctivite et tout ça qu'on a vu également dans ces formes un petit peu atypiques dans ces Kawasaki atypiques évoquant le Covid. Donc je dirais que ce qui est le plus important, c'est l'atteinte cardiaque qui est strictement différente et la quasi-absence, en tout cas, de signes neurologiques sérieux dans la maladie de Kawasaki. Alors, ce qui est important d'évoquer ici avec vous, c'est ces fameuses maladies de Kawasaki en réanimation qui ne sont pas très fréquentes et nous avions pu colliger presque une cinquantaine de cas français et ce sont des enfants qui sont transférés en unité de soins intensifs, soit dans un tableau de choc, soit dans un tableau d'hémodynamique instable, soit cette fois-ci de signes neurologiques ou de myocardite identifiée ou d'anévrisme coronaire géant. Et vous voyez qu'en général, ce sont des enfants qui sont petits, puisque c'est 1,8 ans, et que là, pour le coup, il y a une légère prédominance féminine, et que ces enfants
rarement, quand ils sont allés directement en réanimation, on a évoqué d'emblée la maladie de Kawasaki. Et vous voyez que pour la plupart, ça a nécessité des gestes réanimatoires intenses, puisque soit il y avait des amines pressives, un remplissage, voire une intubation. Et vous voyez que les décès ne sont pas négligeables cette fois-ci, puisqu'on est à peu près à 4%, avec essentiellement des décès par infarctus du myocarde ou insuffisance circulatoire irréversible. Alors, un de nos anciens internes a revu récemment notre cohorte historique de maladie de Kawasaki, le Kawanet, avec 425 cas qui ont été analysés. Il a comparé cette cohorte historique avec la cohorte que nous avions de maladie de Kawasaki en réanimation, plus des patients issus de la littérature, et également une revue de la littérature de 404 cas de PIMS jusqu'aujourd'hui publiés. Et donc, je vous ai mis ici en rouge les points d'intérêt. Ce que l'on peut voir, et là c'est très net, c'est qu'il y a une différence tout à fait significative d'âge de survenue entre la cohorte historique de Kawasaki, vous voyez l'âge médian qui est autour de 2,8 ans, on voit que ceux qui vont en soins intensifs sont déjà un petit peu plus âgés, mais vous voyez que pour les PIMS, là, l'âge médian est nettement plus élevé et vous voyez qu'on est entre 3 mois et 17 ans avec une médiane de presque 9 ans. Ce qui était intéressant de voir aussi, c'est finalement la satisfaction des critères internationaux de la maladie de Kawasaki. Donc vous voyez que pour la cohorte historique, il y avait 68% des patients qui avaient les critères de maladie de Kawasaki complète. Là aussi, pour les patients en soins intensifs, vous voyez que quand même, il y en avait 62%. Il y avait un peu plus de formes incomplètes quand même dans cette cohorte-là, mais vous voyez que pour les PIMS, là, il y en a nettement moins, puisqu'il y en a uniquement 29%. Si on compare là également les niveaux de CRP, alors il ne faut pas vous fier à la parenthèse parce que c'est un peu trompeur, mais vous voyez que la valeur médiane dans les historiques est à 155 et vous voyez que quand on est dans la cohorte en soins intensifs ou même dans les PIMS, on a des valeurs de CRP qui sont beaucoup plus élevées. Là aussi, si on s'intéresse à l'hyponatrémie et qui témoigne là aussi de l'inflammation, bien sûr, vous voyez que finalement, là où la natrémie est la plus basse, c'est au cours des PIMS et avec pratiquement un gradient qui va de la maladie de Kawasaki classique en passant par le Kawa en réanimation jusqu'au PIMS. Et bien sûr, pour les anomalies coronaires, vous voyez que ça reste relativement anecdotique dans les PIMS, alors que bien sûr, dans les Kawa en réanimation, on est à 60 et on est pratiquement à 40% dans notre cohorte historique. Et bien sûr, il en va de même pour la myocardite, à l'inverse des anomalies coronaires, où vous avez une fréquence de myocardite qui est extrêmement élevée au cours du PIMS en comparaison de notre cohorte historique de maladie de Kawasaki. Donc déjà, il y a quand même des différences cliniques et on a une impression de gradient entre notre cohorte historique de Kawasaki, c'est Kawasaki en réanimation et finalement les PIMS. Alors, est-ce qu'il existe un lien pathogénique entre ces différentes entités? Alors, c'est la grande question. Pour l'instant, la cause de la maladie de Kawasaki, elle n'est pas très bien connue, mais on sait que cela correspond à une réponse immunitaire excessive après une stimulation antigénique qui, pour la plupart du temps, probablement est virale ou bactérienne. Vous savez que les coronavirus en font partie et dans d'anciennes études, ils pouvaient représenter environ 9% des inducteurs de maladie de Kawasaki dans les études virales. Alors, vous savez aussi que la survenue est saisonnière et que, bien sûr, tous les triggers aujourd'hui ne sont pas identifiés. En tout cas, c'est une maladie qui survient, c'est des sujets qui sont génétiquement prédisposés à un jeune âge de la vie avec des variations ethniques et il y a vraiment une survenue beaucoup plus fréquente dans la population asiatique et également c'est un facteur de sévérité. Et il y a un léger surrisque d'augmentation chez les jumeaux. Alors bien sûr, l'immunité innée joue un rôle majeur dans le déclenchement de la maladie de Kawasaki et elle engendre une tempête cytokinique dans laquelle l'interleukine 1 joue un rôle absolument majeur et cette tempête cytokinique a un tropisme vasculaire puisque effectivement c'est une vascularite du moyen vaisseau. Un certain nombre de facteurs génétiques ont été identifiés. Je ne serai pas exhaustive, mais il y en a deux qui sont importants. C'est le récepteur Fc gamma R2, qui, vous le savez, est le récepteur pour les IgIV, qui est situé à la surface des monocytes macrophages, qui sont des effecteurs très importants
de l'immunité innée, et c'est bloquer le récepteur Fc gamma R2 est probablement un des mécanismes d'action des immunoglobulines, mais également ITPKC, qui est une enzyme qui a un rôle de régulation négative des flux calciques, et on sait que les flux calciques ont un rôle inducteur de l'immunité innée, en particulier des inflammasomes, et donc un rôle régulateur négatif de la sécrétion d'IL-1. Alors, l'immunité adaptative est également concernée, et il y a beaucoup d'IL-17 dans cette maladie, en particulier d'IL-17A, et l'immunité innée est également impliquée à travers les IgA. L'IgA a été depuis longtemps suspecté dans la maladie de Kawasaki, et à cette époque où on pensait que probablement la porte d'entrée de la maladie était aérienne, il y avait des équipes qui avaient identifié qu'il y avait beaucoup d'IgA dans le poumon des enfants atteints de maladie de Kawasaki. Plus récemment, il y a une autre équipe américaine qui travaille essentiellement sur des modèles murins de vascularite de Kawasaki, et ils se sont rendus compte, en induisant la maladie de Kawasaki donc chez des souris, qu'il y avait tout d'abord une augmentation très importante de la perméabilité intestinale, avec un écartement de cellules épithéliales, et l'écartement des cellules épithéliales permet la diffusion des IgA, et ces IgA étant retrouvés au niveau des vaisseaux cardiaques chez ces souris. Et l'idée, c'est que finalement, la porte d'entrée de la maladie de Kawasaki pourrait être digestive, ce qui ne nous surprendrait pas, puisqu'on voit l'importance des troubles digestifs à la phase initiale de la maladie, et que finalement, la maladie de Kawasaki pourrait être un modèle de vascularite à IgA avec un axe finalement digestif et vasculaire. Alors, en ce qui concerne la physiopathologie du PIMS, là, c'est pour vous montrer les données de Santé publique France lors de la première vague. Et on se rend compte, vous avez la première vague de Covid-19 qui, vous voyez, apparaît en début mars en France, avec un pic vers la 3e semaine et qui décroît progressivement. Et ce que l'on a vu, c'est qu'à partir de la 3e semaine de mars, c'est là que sont apparus les premiers cas de PIMS-MISC, et vous voyez qu'il y a vraiment un pic qui survient pratiquement en décalé de 4 semaines par rapport à la phase épidémique. Ce qui laisse bien évidemment penser que ce n'est pas le virus directement qui a induit la pathologie, mais que c'est plutôt une réponse immune inadéquate secondairement à l'infestation par le virus. Et vous voyez que pratiquement pour la plupart des patients, on a pu prouver qu'il y avait eu un contact ou des symptômes évoquant le SARS-CoV-2, et ensuite on a pu rattraper par les probables. Et là, je ne peux pas vous le montrer parce que ça reste quand même relativement confidentiel, mais là, avec la deuxième vague, on a vu réapparaître bien sûr des cas de PIMS. Là, on était environ à 139 cas lors de la première vague, et là, on arrive à peu près à 250 cas, avec quand même quelque chose qui est une courbe un peu plus aplatie. On n'est pas tout à fait sur le même mode, ça ne montre pas tout à fait la même chose, mais bien entendu, on voit réapparaître ces cas de PIMS. Et vous voyez qu'il y avait quand même, si on regarde les hotspots de ces PIMS, ils correspondaient vraiment tout à fait bien. Les plus gros points, c'est là où, lors de la première vague, il y avait le plus grand nombre d'infections à Covid-19, c'est-à-dire l'Est de la France, Paris, région parisienne, la région lyonnaise et la région PACA. Donc, la physiopathologie du PIMS, on rentre là beaucoup plus certainement dans quelque chose qui est une réponse immunitaire anormale et qui s'apparente, du fait du profil de l'inflammation, à un grand spectre de syndromes qu'on appelle des syndromes de tempête cytokinique. Et tout ça pour rapprocher ces PIMS finalement d'autres situations que vous connaissez bien, en particulier la maladie de Steele et le syndrome d'activation macrophagique lié à la maladie de Steele, mais également éventuellement aux lymphohistiocytoses familiales, ou également éventuellement à des syndromes de relargage cytokinique apparemment après traitement, par exemple, comme par les CAR-T-cells, qui sont des nouveaux traitements immunologiques du cancer. Et avec donc comme particularité le relargage de cytokines pro-inflammatoires très puissantes comme l'IL-1, l'IL-6 et le TNF, pour ne citer qu'elles. Alors,
cette réponse immunologique aberrante post-infectieuse, non seulement elle est documentée par la séquence de survenue effectivement de ces cas de PIMS par rapport à l'épidémie, mais également parce que vous avez vu même dans l'étude Kawa-Covid que je vous ai montrée, chez la PCR SARS-CoV-2 n'était pas positive chez tous les enfants, ce qui laisse penser que la charge virale chez ces patients était probablement faible justement. Et on a pu comparer, il commence à y avoir maintenant quelques articles qui essayent de comparer l'orage cytokinique dans la maladie de Kawasaki et dans le PIMS-MISC. Et finalement, il y a beaucoup de similarités. On retrouve de l'IL-6, de l'IL-17A et d'autres chez myokines, mais probablement l'IL-17A est plus sécrété dans la maladie de Kawasaki que dans le MISC et ça permettrait déjà de différencier un petit peu les deux. Et par ailleurs, il y a d'autres subtilités, en particulier, vous voyez, des métalloprotéases et le TNF-alpha qui est plus élevé dans la maladie de Kawasaki que dans le PIMS. Et surtout, et ce qui est très intéressant, et là, il commence à y avoir 3 études là-dessus, qui semblent montrer que dans la physiopathologie du PIMS, le mécanisme immunologique qui est probablement le plus important et qui explique la myocardite et le choc, c'est un effet super-antigène. Et l'effet super-antigène, en fait, il va entraîner une amplification de la réponse immunitaire et en particulier donc entraîner finalement une réponse immune et cela de façon indépendante du HLA. Et cela a pu être suspecté quand on s'est intéressé à regarder les lymphocytes T des patients qui étaient atteints de PIMS. On s'est rendu compte qu'ils exprimaient tous finalement la même portion variable du récepteur T, ce qui laisse penser qu'ils ont été soumis, et en particulier par un super-antigène, du fait d'un effet super-antigène, à une expansion clonale unique. Et ce type de réponse est très évocateur d'un effet super-antigène. Et peut-être que quand le virus est apparu en France, il y avait eu quelques mutations dans la protéine S, qui est une des protéines spike, qui a pu induire cet effet super-antigène, qui sont finalement des mutations peut-être naturelles du virus et qui expliqueraient peut-être, mais ce n'est pas sûr que ça soit la seule hypothèse, la raison pour laquelle finalement on n'a pas observé, ou le cas où ça n'a pas été rapporté lors de la première vague d'infection en Asie. Et bien sûr, il y a peut-être des facteurs génétiques. En particulier, on a vu que ces PIMS avaient atteint plus finalement les noirs que les non-noirs. Bon, reste à savoir si là aussi il n'y avait pas des facteurs socio-économiques. Donc ça reste là un sujet à approfondir, bien entendu. Alors, en ce qui concerne la réponse au traitement, alors, en ce qui concerne la maladie de Kawasaki, 80% des patients répondent à une première infusion d'IGIV. Une fois qu'ils ne répondent pas en deuxième ligne, on est bien embêté. On peut utiliser beaucoup de choses, mais il n'y a aucune evidence-based. Ça peut être une deuxième injection d'IGIV, des corticoïdes, des anti-TNF, de l'anakinra, pourquoi pas autre. En ce qui concerne le PIMS-MISC, on a peu d'évidence. C'est vrai que l'essentiel des patients a été traité avec des IGIV. Il faut dire que ça pose beaucoup de problèmes, en particulier quand les enfants sont en asystolie ou en insuffisance cardiaque, parce que vous savez que ça apporte énormément de masse volumique et que la tolérance est mauvaise et que donc pour la plupart des patients, il a fallu utiliser des IGIV très concentrés et les perfuser très lentement. Et bien entendu, on n'est pas sûr que ça soit ça qui ait été efficace, puisque les enfants ont eu bien sûr des inotropes et pour la plupart, ils ont eu des corticoïdes. Donc là, savoir quelle est pour l'instant la meilleure approche, ça reste relativement difficile et finalement, l'utilité des IGIV dans le PIMS-MISC reste extrêmement discutable. Alors récemment, et ça sera dans ma dernière diapo, les sociétés savantes, sociétés de cardiologie pédiatrique, de rhumatopédiatrie, infectieux, ont essayé de se réunir pour faire des recommandations provisoires pour la prise en charge de ces PIMS-MISC et avec différents cas de figure. Le premier cas de figure, c'est qu'on est dans une situation de suspicion avec un enfant qui n'a pas d'instabilité hémodynamique et qui a des lactates normaux. En ce moment-là, on va pouvoir le garder en service, sauf si il a des enzymes cardiaques qui sont élevées. Alors à ce moment-là,
il faut le rapprocher de soins continus, ou en tout cas proche d'une réanimation, et commencer des corticoïdes à visée anti-inflammatoire, donc au minimum à des doses entre 1 et 2 mg kilo, et des IGIV à haute dose, mais administrés de façon fractionnée pour éviter les surcharges, et donner de l'aspirine à dose antiagrégante d'emblée. Si le patient a déjà une défaillance myocardique, alors à ce moment-là, bien sûr, le patient va être placé en réanimation. Il va falloir vraiment privilégier, outre les vasopresseurs, les inotropes, etc., et l'anticoagulation efficace, à ce moment-là, les anti-inflammatoires, en particulier les corticoïdes, et on recommande toujours les IGIV, même si pour l'instant, on n'a pas de preuve que ça soit utile ou pas utile, mais c'est vrai que pour le moment, c'est ce qui a été fait. Et donc, toujours à dose fractionnée sur 2 jours. Et bien sûr, d'envisager les différents diagnostics différentiels. Et si on a un échec du traitement de première ligne, de contacter les pédiatres rhumato ou un immunologiste pédiatre. Donc, en conclusion, ce qu'ils ont en commun, la maladie de Kawasaki et le PIMS, les deux sont des états hyperinflammatoires. Il y a un tableau gastro-intestinal initial, il y a quelques caractéristiques mucocutanées qui se ressemblent. Il y a la myocardique et l'état de choc, mais avec une grosse différence parce que c'est très rare dans le Kawasaki. En termes de réponse au traitement, c'est le gros point d'interrogation. Et en termes de susceptibilité génétique, il y en a probablement dans les deux, mais probablement ce n'est pas la même. Et ce qui est très distinct, c'est la répartition ethnique, c'est l'âge d'apparition, c'est l'agent déclencheur qui est identifié dans le MISC, mais qui n'est pas dans le Kawasaki, bien entendu. C'est la survenue et la gravité qui sont possiblement liées à des mutations du SARS-CoV-2, et en particulier dans ces spikes, que la dilatation coronaire est beaucoup plus liée à la maladie de Kawasaki classique qu'au PIMS, que la myocardite, par contre, elle est liée au MISC, que le syndrome d'activation macrophagique, c'est une caractéristique de la maladie de Kawasaki, mais pas du MISC-PIMS, en tout cas pas à proprement parler un SAM. Il y a beaucoup de cytopénies dans le MISC et elles sont plus accentuées en général que dans la maladie de Kawasaki. Vous avez vu que les profils cytokiniques sont probablement distincts et finalement, le MISC se rapproche beaucoup plus d'un syndrome de choc toxique et avec un effet super antigène tout à fait marqué. Donc, finalement, elles ont peut-être finalement pas tant à voir l'une avec l'autre. Donc, tant mieux pour Monsieur Tomisaku Kawasaki, qui est mort cette année au mois de juin, mais sa maladie va quand même garder son individualité et on le remercie encore à tout ce qu'il a contribué à la pédiatrie. Et j'en profite pour vous annoncer le premier congrès européen pour la maladie de Kawasaki qui aurait dû avoir lieu cet été, malheureusement, on a tous été confinés, mais qui aura lieu en ligne du 14 au 16 janvier 2021, donc c'est très prochainement. Donc si vous voulez vous inscrire, vous pouvez aller sur le site alphavisa.com ou tout simplement taper euro-kids sur votre Google et vous tomberez sur le site du congrès. Sachant que vous êtes nos amis tunisiens, bien entendu, on essaiera de faire des inscriptions qui soient gratuites pour tous nos amis qui voudraient assister à cette conférence. Voilà, je vous remercie de votre attention.